Bonjour! Cette semaine, j'ai reçu pour une deuxième fois Stéphanie Deslauriers qui est venue nous parler de comment aider notre enfant à avoir une bonne estime de soi. Donc, c'est par des trucs concrets qu'elle nous amène à remplir notre petit bagage pour mieux aider notre enfant dans son estime de lui-même. Je vous souhaite une bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Stéphanie Deslauriers, bonjour! Alexandra, comment ça va? Ça va bien. Écoute, je suis contente de te recevoir à nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Comment aider notre enfant à bâtir une bonne estime de lui-même. Des petits trucs encore. Nous allons baluchonner à nouveau. On va baluchonner! On est bonne là-dedans. Pour ceux, remplir le petit baluchon des parents. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter. Bien, je suis psychoéducatrice de formation. J'ai enseigné aussi à l'Université de Montréal pendant près de 10 ans. Je publie aussi divers livres depuis 10 ans également. J'accompagne d'autres professionnels comme moi dans les aléas de notre profession. Puis voilà, j'ai écrit dans le magazine Véro, j'ai été à format familial et aujourd'hui, ben, je suis maman d'une bientôt 4 ans. Belle maman, bon, même si je suis pas avec son papa, mais je garde ce rôle-là d'un ado de 15 ans. Wow! Ouais. Donc, on t'a quand même une bonne présence. Là, on te voit sur les médias sociaux et tout ça. Donc, tu fais beaucoup de vulgarisation aussi pour les parents. C'est vraiment merveilleux. Merci. Aujourd'hui, on parle de l'estime de soi. D'abord, j'aimerais ça qu'on définisse qu'est-ce que c'est l'estime de soi. Oui. Parce qu'on entend souvent, il y a une bonne estime de lui-même, c'est important de bâtir l'estime de soi. Mais c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, là, c'est l'évaluation, l'auto-évaluation qu'on fait de soi-même. C'est notre appréciation de nous-mêmes. À quel point je m'apprécie, à quel point je m'aime, à quel point je m'accepte dans tout ce que je suis. Donc, c'est de l'amour inconditionnel, en fait, envers soi. On va parler aussi de l'écart entre le soi réel et le soi idéal. Le soi réel, je suis qui? Oui. Quelles sont mes forces, mes limites, mes besoins, mes attentes? Tout ça. Comment je me perçois à un moment dans ma vie versus le soi idéal. Comment j'aimerais être. Et évidemment, plus l'écart entre le soi réel et le soi idéal est grand, plus l'estime personnelle, elle est faible. Parce que ce que tu aspires à être, tu as l'impression que c'est hors d'atteinte. C'est trop loin. C'est trop loin. Oui. C'est irréaliste. C'est inatteignable. Donc, tu es constamment déçu. Puis chaque fois que tu fais des petits pas, tu les vois pas parce que tes attentes sont trop élevées. Tes exigences envers toi-même sont trop grandes. Oui. À l'inverse, quand mon soi réel et mon soi idéal sont proches, là, j'ai une bonne estime personnelle parce que mon soi idéal, ça devient un challenge, un petit défi stimulant, motivant, encourageant. Réaliste, parce que j'ai confiance, justement, que je suis capable d'atteindre ça, ce que j'aspire à être ou à devenir. Donc, voilà, en gros, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi. Puis l'estime de soi, j'imagine que c'est le travail d'une vie aussi. Mais comment fait-on comme parents, comme intervenants, parce qu'il y a beaucoup d'éducatrices, d'éducateurs aussi qui écoutent le balado. Comment on fait pour aider là, les petits cocos à avoir une bonne estime d'eux-mêmes, justement, à avoir des objectifs qui sont réalistes. J'imagine que ça commence à la petite enfance, tout ça. Mais tellement, puis même, j'ai envie de te dire, là, ça commence dans le bedon de maman. À ce point. À ce point-là. Pourquoi? Parce que déjà, pendant la grossesse, on est en train d'établir un lien d'attachement avec notre enfant. Et une relation d'attachement qui est sécurisante, c'est la base d'une bonne estime de soi. Puis c'est quoi une relation d'attachement sécurisante? Te demandes-tu? Ben oui, je me demande justement. Ben c'est le fait d'avoir une représentation mentale de son donneur de soins, donc son parent, maman, papa ou peu importe la composition du couple, comme sécurisante. Mon parent répond à mes besoins. Mes parents est là pour me sécuriser. Je suis en sécurité. Oui. Je suis aimée. Je suis aimable. Je suis digne d'amour. Et pourquoi je dis que ça commence dès la grossesse? Ben, quand on flatte notre ventre. Oui, c'est un contact qu'on a déjà.
quand on parle à notre ventre, à notre enfant, en devenir, peut-être qu'on a déjà choisi le nom, on l'interpelle par son nom, on lui dit qu'on a hâte de le rencontrer, tout ça. On est déjà en train de créer un lien parce que l'enfant, là, tu sauras mieux que moi parce que je sais que tu es accompagnante à la naissance, donc tu sauras mieux que moi ces informations-là. Mais l'enfant peut déceler, dans notre ventre, en fait, peut déjà entendre notre voix, sentir le toucher, les pressions, et ressentir aussi, tu sais, dans nos émotions, dans nos doses d'amour et d'ocytocine. Parce que ce sont des hormones, donc nos hormones sont transmises aussi à notre bébé. Voilà. Alors, dès là, on peut jeter les bases d'une bonne estime de soi. Oui. Et là, notre enfant arrive au monde, on en prend soin quand on parle de sensibilité parentale, donc de bien décoder les besoins de notre enfant, d'y répondre correctement, adéquatement dans un délai court, raisonnable, ben ça consolide la croyance que, moi, quand j'ai un besoin, puis là, je suis complètement autonome, là, des adultes autour de moi, ben on y répond. Oui. Donc, notre estime de soi commence d'abord à se construire dans le regard de l'autre, le regard que les autres posent sur nous. Savoir que la personne va venir parce que je pleure, j'ai faim, ben l'adulte va être là pour répondre à ce besoin-là. J'ai froid, l'adulte va être là pour m'aider. Exact. Exactement. Alors, donc, c'est comme ça. Quand on répond rapidement aux besoins de notre enfant, parce que là, puis ça, j'en ai parlé avec Mélanie sur le sommeil, entre autres. Tu sais, laisser un bébé dans son lit qui pleure, Mélanie a dit, faut y aller. On peut attendre 30 secondes, voir si c'est pas juste un petit réveil ou tout ça, mais il faut répondre à ce besoin-là, surtout le 0-6 mois, parce que bébé, il comprend pas que... donc, c'est répondre à ces besoins-là rapidement pour que bébé sache j'ai quelqu'un de confiance, donc je vaux la peine d'être pris en considération. Exactement. Je suis digne d'amour. Exact. Et après ça, notre bébé grandit, devient un tout petit, devient un explorateur. Un trottineur, explorateur et tout. Alors là, ça va être, on continue dans notre présence, attentive, répondre aux besoins, être sécurisante, passer des moments chaleureux, agréable avec notre enfant. Évidemment, je pense, en autrice que je suis et en grande lectrice. Voilà. Collé, tu sais, on est collé sur la chaise berçante ou dans le lit avant le dodo, puis on lit, puis on est bien, puis c'est un moment doux. Avoir des moments dédiés à nos enfants. Il y a aussi, dans l'estime de soi, puis ça fait tout écho à la parentalité positive ou bienveillante, avoir un espace pour que notre enfant puisse s'exprimer. Exprimer ses émotions, exprimer ses besoins. Est-ce qu'on est capable d'accueillir comment notre enfant se sent ou est-ce qu'on a tendance à invalider? Ben là, voyons donc, on arrête de pleurer, il n'y a rien là. Quand je fais ça, je suis en train d'invalider. Et notre enfant va juste apprendre à s'inhiber puis à ne plus démontrer parce que, OK, on me dit que c'est pas correct que j'exprime mes émotions désagréables alors qu'elles font partie de la vie. À l'inverse, est-ce que c'est correct? Est-ce que tu as besoin d'un câlin? J'accompagne. On parle beaucoup, tu sais, de time-out quand l'enfant a un comportement désagréable, mais de plus en plus, on parle du time-in. Ah oui, faire un câlin, puis être là, juste rester présent. Je suis près de toi. Puis de demander, toute la notion de consentement, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Veux-tu un câlin? Oui. Veux-tu que maman ou veux-tu que papa reste près de toi? Ou est-ce que tu as besoin d'être seul? Oui. Puis ça veut pas dire d'accepter les comportements qui ne sont pas tolérés. Exactement. Par exemple, là, je pense aux plus petits, là, mais les plus petits qui, quand sont en colère, tapent, frappent, lancent. Mais ça ne veut pas dire d'accepter ça. Mais je comprends que tu es en colère, mais là, le geste que tu viens de poser n'est pas accepté. Veux-tu un câlin? Oui. Tu sais, c'est ça, d'accueillir, mais pour te calmer. En nommant qu'il y a certaines choses qui ne se font pas. J'imagine que ça aussi, ça aide pour l'estime de soi. On nomme l'interdit. Oui, puis quand on est en train de faire ça, c'est qu'on est en train de mettre des limites. On est en train de mettre un cadre, mais encore une fois, ce cadre-là, il est sécurisant et il est bienveillant. On ne met pas ces limites-là de manière aléatoire, parce que ça nous tente, parce que c'est moi l'autorité, parce que c'est moi l'adulte, puis parce que je peux décider, mais bien parce que, là, il y a un enjeu peut-être au niveau de la sécurité, tant de l'enfant lui-même que les personnes autour, briser un objet, puis que ça, non, ça, c'est inacceptable, ça passe pas. Mais j'entends qu'en dessous de ça, tu es en colère. On va-tu trouver un autre moyen pour exprimer ta colère ou pour la faire passer, parce que là, tu es dans le moment, tu es peut-être en crise. Frapper dans l'oreiller, il y a plein de façons. Rediriger. Crier dans son oreiller. Exactement. C'est ça, il y a des choses comme ça qu'on peut proposer. Voilà. En étant avec l'enfant, en étant avec l'enfant.
Parce que quand l'enfant, on le met en time-out, il y a certaines études qui démontrent que l'enfant peut se sentir abandonné. Surtout ceux qui ont déjà une vulnérabilité. Je pense entre autres aux enfants adoptés, donc qui ont déjà une blessure d'abandon, où là, ça peut faire « OK, quand j'ai un comportement désagréable, je me fais mettre de côté, je me fais rejeter. » Alors que c'est pas ça. T'es aimable dans tout ce que t'es à tout moment. Et moi, des fois, je le dis à ma fille, tu le sais, Anna, même quand je suis fâchée, je continue de t'aimer. Oui. Et de l'autre côté, parfois, ça peut arriver que ma fille, quand elle est fâchée, je t'aime plus. Hein? Oui, on l'entend, ça, oui. Mais là aussi, faire attention de ne pas projeter nos émotions sur l'enfant. C'est-à-dire, oh là, tu veux me faire de la peine. Quand on fait ça, ça peut être culpabilisant. Fait que moi, je vais plutôt encourager soit l'ignorance intentionnelle, soit dire, coudonc, moi, je t'aime quand même. Moi, c'est beaucoup ce que je fais avec ma fille. Oui. Où je lui dis, tu sais que ça peut faire de la peine quand on dit ça. Quel autre mot tu connais pour dire que tu n'es pas contente? Oui, que tu es en colère. Que tu es en colère, que tu es triste, que tu es déçue. Donc, encore une fois, je l'accompagne. Je ne la laisse pas toute seule avec son trop-plein qui risque de s'éterniser parce qu'elle ne peut pas gérer à son âge ou dans un état émotionnel intense. Alors, qu'est-ce que moi, je peux faire de manière rassurante, bienveillante, sécurisante? Alors, mon enfant... Toujours pour que l'enfant sache qu'il vaut la peine d'être aimé, qui est important, qu'on est là pour l'encadrer, mais qui est en sécurité. Absolument. Puis que justement, ce cadre-là, on le fait par amour. Exact. Puis des fois, je pense à nos plus vieux. Moi, justement, avec mon beau-fils qui adore les jeux vidéo. Mais des fois, c'était, écoute, je sais là, que tu es en colère contre moi parce que je te dis d'arrêter. Mais moi, je te dis ça parce que je t'aime puis je sais que c'est pour ton bien. Oui. Fait que des fois, moi, je lui disais, des fois, on peut se le dire dans notre tête parce qu'on peut soit ressentir de la culpabilité ou on sait que ça va générer un éclat de colère ou peu importe. Puis que des fois, on a de la misère à recevoir ça parce qu'on est fatigué, parce qu'on est SPM, parce qu'on est plus sensible, peu importe. Parce qu'on est humain. C'est une excellente réponse. Oui, on n'est pas, on n'est pas hermétique à ça. Mais oui, fait que des fois, ça, de le dire soit à voix haute ou dans notre tête, de se le rappeler, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, ça aide à construire l'estime de soi. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'estime de soi, il y a 4 composantes qui ont été vulgarisées et très bien popularisées par Germain Duclos, qui est également psychoéducateur et qui est orthopédagogue, qui a écrit beaucoup de livres aux éditions Le Chu Sainte-Justine. Et lui, ce qu'il nomme, c'est à la base la connaissance de soi. OK. Ensuite de ça, parce que, quand je me connais, je connais mes forces, je connais mes enjeux, je connais mes besoins. Ce que j'aime pas. Exactement. Et donc, ça me permet de faire des choix en fonction de ça, de m'engager dans des activités que j'apprécie, qui vont me faire découvrir des gens qui partagent cet intérêt commun-là, donc qui va me permettre de répondre à mon besoin d'appartenance, qui fait partie aussi, qui est la deuxième composante de l'estime de soi, le sentiment d'appartenance. Ça va me permettre aussi, ce qu'on sait, c'est que pour préserver une image positive de soi, on a tendance à s'engager dans des activités dans lesquelles on est bon naturellement. C'est normal de faire ça. OK? Moi, pour vivre des réussites. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Alors, si toi, tu le sais que tu es bonne en cuisine, tu vas pouvoir te lancer dans des recettes plus élaborées, vivre des petites réussites, des succès aussi concrets. Et j'ai du plaisir en cuisinant. J'ai du plaisir, après ça, à partager en famille les muffins ou la recette, le souper que j'ai fait. On passe en plus un moment ensemble où on est connectés ensemble. Alors, c'est normal de le faire. Hein? Puis ça, c'est justement le sentiment de compétence qui est la 3e composante de l'estime de soi. Donc, vivre des réussites. À nos enfants, leur faire vivre des réussites. Quelles attentes, quelles exigences avons-nous envers nos enfants? Parfois, on a tendance à oublier qu'ils sont des enfants. Des enfants, oui. Oui, on a des attentes démesurées, que ce soit en termes de gestion émotionnelle, d'expression de soi, d'expression de ses besoins, de gestion de son soi-même. D'autonomie aussi, des fois. Tellement! Puis on dirait que présentement, je ne sais pas si c'est avec la pandémie ou on dirait qu'on pousse pour que nos enfants soient vraiment autonomes, alors que sont peut-être pas rendus là dans leur développement. J'ai l'impression, autour de moi, ce que j'observe, puis là, il n'y a rien de scientifique là-dedans, il n'y a rien de... Mais j'ai l'impression que plus les années passent, plus on essaie de faire des enfants autonomes rapidement.
Tu sais, plus on essaie que notre enfant soit capable de faire ces choses tout seul, rapidement. Vrai. Est-ce que c'est parce que la pandémie, les parents n'avaient pas le choix parce Aussi, que les enfants devaient raison. être autonomes parce que sinon, on ne travaillait pas, hein? Exactement. Mais je sens ce changement-là de dire... On pousse peut-être un peu trop l'autonomie au détriment d'autres choses, finalement. Peut-être au détriment de la connexion, peut-être au détriment de... Puis complètement sans mauvaise intention, complètement involontairement. Mais c'est intéressant ce que tu nommes. Puis une hypothèse que je pourrais soulever, tu sais, celle de la pandémie est tout à fait plausible. Mais j'ai envie de dire aussi qu'on est, en Occident, une société très individualiste, très axée sur la performance, très justement axée... On valorise les gens qui font les choses toutes seules. Self-made man, self-made woman. Elle est partie de rien, elle a tout fait toute seule. Alors que non. Moi, là, je considère, mettons, je suis là-dedans dans Harry Potter, là, mais Harry Potter, là, il y a tous ses amis. Il y a sa gang, il y a son parrain, il y a Dumbledore. Il y a, tu sais, lui, sa force, c'est qu'il sait s'entourer. Il y a même Dobby. Il y a Dobby! Oh, quelle mort atroce, en tout cas. Oh là 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 là, on va parler à J.K. Rowling. Oui, c'est ça, ça se faisait pas, ça. Ça se fait pas, Dobby! Excusez pour ceux qui l'avaient pas vu. Ouais, c'est ça, on a spoiler alert 20 ans plus tard. Mais oui. Oui, c'est ça, il est entouré. Il est entouré, puis en fait, de plus en plus, tu sais, puis moi aussi, je veux dire, je suis née à la fin des années 80, j'ai été beaucoup élevée pour être indépendante, autonome, et je suis en train de désapprendre ça volontairement. De l'aide. Solide. C'est solide. Ça. Puis pourtant, c'est une qualité de demander de l'aide. C'est tellement une belle... Hey, c'est dans l'apprentissage des habiletés sociales, là, une des caractéristiques, c'est demander de l'aide, recevoir de l'aide, offrir de l'aide. On est bon et bonne souvent pour en offrir de l'aide, mais se montrer vulnérable, accepter, donc, hey, j'y arrive pas par moi-même, c'est pas facile. Fait que c'est sûr que si nous, on se met cette pression-là de tout réussir tout seul, parce que c'est ce qu'on nous a inculqué dans nos parents, dans le contexte externe, ben oui, plus grand que soi au niveau macro-systémique, mais c'est pas étonnant qu'on veuille inculquer ça à nos enfants parce qu'on le sait que, ben, en ce moment, pour t'adapter, c'est ça que ça prend. Faut que tu sois capable tout seul puis rapidement. C'est peut-être là que le gap entre comment on est réellement versus ce qu'on voit, ce qu'on projette est trop grand. Absolument. Oui. Absolument. Puis, tu sais, on s'inquiète pour nos enfants aussi. On veut qu'ils soient bons, on veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils aient une vie la plus lisse possible, le moins d'embûches possible. Évidemment, on veut pas que nos enfants souffrent, mais leur faire, tu sais, puis après ça, à l'inverse, leur faire éviter toute forme de souffrance, c'est pas bon non plus. Ça leur brime, ça les brime au niveau de leur estime personnelle parce qu'ils apprennent pas qu'ils ont les ressources internes pour faire face aux difficultés de la vie. Mais est-ce qu'ils ont besoin de faire face aux difficultés de la vie seuls? Non. Puis moi, il y a une phrase qui m'a interpellée, là, que j'ai vu passer il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, qui disait ce qui est traumatisant pour un enfant, c'est pas de vivre des émotions désagréables, c'est d'être laissé tout seul dans ces émotions désagréables. Puis ça m'a beaucoup parlé. Beaucoup interpellé. On peut pas prendre sur nos épaules la détresse et la souffrance de nos enfants, mais on peut les accompagner là-dedans. Et c'est vrai pour la détresse et la souffrance, mais c'est vrai pour tout, de faire avec, de le prendre là où il est rendu, en fait. Et en psychoéducation, on parle souvent des 4 types de faire. Faire à la place, hein, quand mon enfant est tout petit, ma fille là, de 6 mois, elle ne pouvait pas s'habiller toute seule. Je le faisais pour elle. Je le fais à sa place. Mais éventuellement, elle grandit, puis je fais avec. Elle met la tête, oups, il est à l'envers, je tourne le chandail. Le manteau. Oui, les lacets. Donc, je viens combler, en fait, là où elle ne peut pas faire de manière autonome. Ensuite, il y a le faire. Donc, je te dis les étapes que tu dois accomplir. Je reste pas loin au cas où tu aies besoin d'aide. C'est là que les pictogrammes arrivent. Et voilà, de l'habillement d'hiver. Dans les corridors en maternelle. Voilà, et à la garderie de ma fille, il y a ça. Exactement. Donc, un repère visuel. Donc, l'adulte n'a plus besoin d'être à côté. L'enfant est capable de se fier à justement, c'est ça, un soutien, une séquence. De l'aide, mais pas de l'adulte. Exactement. Et ensuite, il y a le laisser-faire. Donc, ultimement, là, j'aurais pas besoin de dire à ma fille qu'il faut qu'elle mette ses bottes, qu'il faut qu'elle fasse, elle va juste, OK, on sort, c'est l'hiver, elle va le savoir, là, qu'est-ce qu'elle doit mettre. Puis là, arrive l'adolescence, elle avait plus de manteau. Il n'y aura plus de bottes, plus de tuque, plus rien. Là, on revient au « je vais t'aider ». C'est ça, ou je vais lâcher prise, puis gère-toi le fret d'oreille.
C'est ça. Mais oui, c'est bon. Puis ça, dans le fond, c'est ça. Tout ça, là. Ouais. Après ça, peut-être, là, ce qui est réaliste à atteindre va être plus réaliste, justement. Les attentes vont être plus réalistes. Ouais. Donc, l'estime de soi, va devenir meilleure. Oui, parce que comment ça se bâtit, l'estime de soi? Ça se bâtit, bien évidemment, on vient de le dire, dans la relation avec le parent. Ensuite, dans la relation avec les autres, avec l'éducatrice, avec les amis, avec la prof. Et parce que chez nos jeunes, mais oui, ils sont très vulnérables, sont très sensibles au regard de l'autre. Oui. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est qu'ils vont intérioriser ce regard-là et le porter sur eux-mêmes. Mm-hmm. On le sait, on est beaucoup d'adultes à être énormément dans l'autocritique. Absolument. Versus dans l'auto-bienveillance et dans l'autocompassion. Puis souvent, moi, dans mes accompagnements, je ramène beaucoup ça. Puis je me le répète à moi aussi, Steph, sois donc ta meilleure amie. Traite-toi donc comme tu traites ta fille. Oui. Sois le parent bienveillant de ta petite enfant intérieure. Comble tes besoins. Tu sais, là, je suis rendue adulte, je suis à un âge où je peux être autonome. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai jamais besoin d'aide. Je peux aller demander de l'aide à des amis, je peux aller demander de l'aide professionnelle, je peux appeler ma mère, je peux appeler mon agente, je peux appeler. Oui. Donc, savoir s'entourer, ça aussi, ça fait partie de la vie. Avoir un réseau. Ah, mais oui. Puis, tu sais, je le nommais, c'est la deuxième composante de l'estime de soi, le sentiment d'appartenance, qui est relié à la quatrième composante, qui est le sentiment de sécurité. Sentiment de sécurité étant physique, donc j'ai un toit sur la tête, des vêtements appropriés à la saison, je peux manger et tout, mais la sécurité psychologique. Est-ce que je me sens en sécurité psychologique avec mes parents, avec mes amis? Pour nommer mes besoins. Oui, pour être qui je suis dans tout ce que je suis. Oui. Est-ce qu'on me renvoie l'image? Là, je ne l'ai pas, mais sur mon manteau, j'ai une petite pin qui dit « I am enough ». Ouais. Je suis assez. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi quand on parlait les quand le soit réel, le soit idéal, puis de se fixer des objectifs réalistes pour vivre des réussites, pour vivre des fiertés, pour augmenter son sentiment de compétence à une ère de performance où est-ce que tout le monde, ben là, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes souffrent de cette pression de performance-là pour être un bon parent. Pour être pas juste un bon parent, pour être le meilleur parent pour mon enfant. Ouais. Parce que je veux pas l'échapper, parce que je veux pas bousiller mon enfant. Tu sais, tout ce que tu dis là, quand je t'ai dit que je ne connaissais pas Mélanie Bilodeau avant de l'inviter sur le podcast, parce que moi, je me suis détachée de toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, la pression que ça mettait de voir, puis pourtant, c'est tous des bons trucs. Absolument. Tu sais, je veux dire, toutes les pages qui partagent, mais moi, ça me mettait une pression incroyable. Et là, je vais chercher ça un peu dans mon animation podcast. Tu sais, je viens justement, puis je vois que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les parents. Puis tu sais, ce qu'on dit là, bâtir une bonne estime de soi, de ton enfant. On veut que notre enfant ait une bonne estime de lui, d'elle. Mais c'est une pression supplémentaire sur nos épaules. Puis c'est pas ça qu'il faut... Tu sais, le message qu'il faut qu'il passe, c'est pas que c'est une pression, c'est que c'est un travail en continu. Oui, puis un travail dans le plaisir, j'ai envie de dire, dans les moments agréables, dans le vécu éducatif partagé, pour utiliser un terme éducatif. Oui, madame. Donc, partagé entre qui et qui à ce moment-là? Bien, vécu éducatif partagé, c'est tous les petits moments du quotidien. OK, parfait. Donc, le brossage de dents, le déjeuner, on fait le lunch, toutes les interactions. Est-ce que oui, tout peut être agréable, tu sais. Donc, c'est quoi les choix qu'on fait? Puis si nous, comme parents, on se met aussi la pression de réussir notre parentalité puis notre enfant, forcément, on lui met aussi une pression de se conformer à nos attentes. Oui. Et on l'empêche de regarder, justement, dans la connaissance de lui-même, qui il est, lui. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier dans la pression parentale, c'est qu'on a l'impression que quand mon enfant réussit, quand mon enfant se comporte bien... C'est notre réussite personnelle. Ouais! Une médaille pour papa, une médaille pour maman. Oui. Non. Notre enfant est une personne à part entière. Notre job de parent, c'est de l'accompagner à devenir qui il est. Puis ses erreurs ne sont pas les nôtres. Non. Ses réussites ne sont pas les nôtres. Non. C'est ça. C'est exact. C'est dur de se détacher de ça. Mais oui, tellement. Puis tant, justement, dans les réussites que dans les échecs. Puis c'est la distinction, tu sais, en anglais, fierté et orgueil, c'est le même mot, c'est pride, to be proud. Oui. OK? En français, donc, on peut être fier pour notre enfant. Je suis fière parce que tu as mis les efforts, parce que tu as travaillé, parce que si, et non pas que le résultat final, mais
c'est différent de s'enorgueillir de « mon enfant a réussi, donc ça montre à quel point je suis un parent extraordinaire ». Puis, moi, je me rappellerai toujours d'une maman de 2 enfants, sa plus vieille qui est comme justement, qui était une enfant modèle. Probablement aussi il y a Nancy Doyon qui parle beaucoup d'anxiété, de conformisme. Elle a inventé ce concept-là, mais que j'aime beaucoup. C'est pas parce que l'enfant se conforme en tout temps qu'il est nécessairement heureux. Il a sûrement cette pression-là d'agir comment il pense que les autres veulent qu'il agisse pour répondre aux attentes. Et donc, elle, sa plus vieille, était comme ça, donc impeccable. Puis elle dit, tu sais, j'ai déjà eu des commentaires que j'ai dit à ma fille, je veux pas que tu tiennes avec un tel ou avec une telle parce qu'elle a des mauvais comportements puis elle va être une mauvaise influence sur toi. Puis j'ai voulu contrôler son réseau d'amis. Et ensuite, elle a adopté un petit garçon, je crois, je sais plus d'où il venait, de l'Europe de l'Est. OK. Et qui avait des problèmes d'attachement, qui a eu donc des problèmes de comportement. Dans son cas, beaucoup de comportements extériorisés. Et qu'il est devenu, hey, invite pas cet enfant-là parce que tiens-toi pas avec ça. Et ça lui a tellement fait mal, puis ça l'a modifié complètement sa perception, et sa façon d'élever ses enfants pour être justement davantage dans l'ouverture, puis de dire, hey, j'ai été le même parent pour ma plus vieille puis pour mon plus jeune, mais les deux, ils ont leur histoire, ils ont leur personnalité, ils ont leur tempérament. Rappelons qu'un tempérament, c'est inné. La personnalité, ça se construit, donc c'est acquis, mais en fonction de leur expérience de vie. Et l'expérience de vie, ce n'est pas que la petite cellule familiale. C'est les relations qu'on a avec notre enfant, c'est les relations fraternelles, c'est les relations amicales, c'est les relations avec les profs, les éducatrices, le coach de soccer, la prof de danse, le voisin. C'est tout ça qui construit la vie de notre enfant. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de l'outiller au meilleur de nos connaissances. Moi, j'aime rappeler qu'on fait de notre mieux, que notre mieux varie d'un jour à l'autre. Oui, d'une heure à l'autre, des fois. D'une minute. Et que c'est assez. Il y a Winnicott qui parle du good enough parent, le parent suffisamment bon. Nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents qui sont eux-mêmes. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que comme parent, on est un modèle, mais attention, un modèle d'imperfection. Notre enfant peut se projeter que quand moi, je vais être adulte, moi aussi, je vais être imparfait, mais je vais être aimable dans tout ce que je suis quand même. Et moi, comme enfant imparfait, aussi, je suis aimable dans tout ce que je suis. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis là parce que, tu sais, moi, j'ai 4 enfants qui ont été élevés avec les 2 mêmes parents et les 4 sont complètement différents. Ils n'ont pas le même tempérament, ils n'ont pas les mêmes réussites, ils n'ont pas les mêmes échecs, ils n'ont pas les mêmes... ils veulent pas les mêmes choses pour le futur, ils veulent pas... Puis pourtant, dans la même famille, avec la même fratrie, avec... Puis les 4 sont complètement différents. Absolument. Alors... Puis moi, ben j'ai la chance d'avoir 4 enfants, d'observer ça au quotidien. Puis peut-être que ça m'aide un petit peu aussi à déculpabiliser parce que je me dis, écoute, j'ai fait la même chose avec un puis avec l'autre, puis ça fonctionne pas du tout, là, tu sais. Donc, de s'adapter comme ça, de voir que nos interventions comme parents, ben c'est une interaction avec notre enfant. Hein? C'est pas juste nous, c'est lui aussi. Oui, puis avec ses frères et sœurs. Oui, c'est lui aussi, tu as raison. Tu sais, souvent, on va parler de l'attachement de l'enfant envers son parent, mais on parle très peu de l'attachement du parent envers son enfant. On parle très peu aussi de l'attachement fraternel. Ta plus vieille, hey, t'étais pas... Oui, tu sais, on dit, je les ai élevés de la même façon, mais t'étais pas la même mère à ton aîné qu'à ton dernier. Absolument pas, mais non. Puis ta plus grande, elle a un jour été enfant unique. Il y a aucun autre de tes enfants qui a été enfant unique. Il y a la position dans la fratrie aussi, avec la plus vieille, t'as sûrement joué ça plus conservateur, plus vouloir suivre les règles. Le plus jeune, hey, gars, s'est mis du chocolat dans la bouche à 4 mois, il en mourra pas. C'est l'image de la suce, là, tu sais, le premier, la suce tombe par terre, on la désinfecte, on la lave, la deuxième, on la rince un petit peu, le troisième, on la met dans notre bouche, puis on la donne. Mais c'est ça, c'est ça quand même, mais on change dans le temps. Absolument. Puis nos enfants changent dans le temps aussi, puis c'est correct. Puis tu sais, tantôt, on parlait beaucoup, tu sais, d'accueillir les émotions, mais d'accueillir nos enfants aussi dans ce qu'ils sont. D'accueillir le fait que on transmet des belles choses à nos enfants, mais on leur transmet aussi peut-être les traits de personnalité qu'on aime moins de nous. Ah oui, la pire chose, c'est de voir que notre enfant répète quelque chose
qui nous ressemblent, mais qu'on aime moins. Exactement. Ça, c'est le pire sentiment. Oh, ça, c'est moi. Ah oui, puis je le sais, les impacts négatifs que ça a sur moi et sur les autres aussi, ce trait-là. Exact. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Puis comme je le disais, le meilleur qu'on puisse faire, c'est d'accompagner, de guider notre enfant pour qu'il mène sa vie, qu'il se fasse suffisamment confiance pour faire ses choix à lui ou à elle, qu'il sente que les opportunités sont là. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase aussi que j'ai vue dernièrement où est-ce qu'on corrigeait, tu sais, quand on dit dans la vie, tu peux devenir ce que tu veux. Oui. Puis j'étais comme, mais ça, c'est un discours de privilégié. Oui, mais non. Oui, c'est ça. Hein? Tu sais, moi, je suis privilégiée. Je suis née sur la Rive-Sud de Montréal, des parents nantis. Je suis allée dans les bonnes écoles. Je suis allée à l'université. Mes études ont été payées. Je suis sortie, j'avais pas de dette. Je suis blanche. Je suis cisgenre. Tu comprends? Je suis très privilégiée dans la vie. Et plus tôt, j'ai vu cette correction-là. On devient ce qu'on peut. Oui. Et ça m'a apaisée. J'ai fait, c'est vrai. Puis une autre phrase qui m'a fait du bien, là, récemment, j'étais dans l'auto, là, puis c'est venu comme un flash. Je me suis dit, Steph, tu n'es pas extraordinaire. Tu n'as pas à tu es être ordinaire. Oui! C'est tellement libérateur. Tu n'as pas à être extraordinaire. Puis parfois, j'ai l'impression qu'on met aussi cette pression-là à nos enfants d'être extraordinaire, d'être la 8e merveille du monde, que tout ce qu'ils font, c'est donc beau. Non, des fois, c'est pas beau. Des fois, ils font des erreurs. Des fois, tu fais des erreurs. Des fois... Et d'axer sur les efforts. Puis d'axer aussi de « t'as pas besoin d'être extraordinaire pour mériter mon amour puis pour réussir ta vie. » Mais tu vois, puis là, c'est une réflexion très personnelle. Moi, mon premier, il y a des diagnostics. Tu sais, il était TSA, Tourette. Bon, fait que ça n'a jamais été un parcours linéaire, facile et tout. Mais quand je parle à des amis qui ont des enfants, qui ont des difficultés, on dirait que ça, on l'a réalisé plus rapidement peut-être parce que, surtout quand c'est le premier, parce que tes attentes, là, ton bébé là, que tu voyais dans ton ventre, puis que là, il va devenir je sais pas quoi, tout ce qu'il veut, tu sais, the sky is the limit. Bien là, finalement, non, il y en a une limite. Il y en a une limite, puis tu sais quoi, finalement, je veux juste qu'il soit bien. Je veux juste qu'il soit heureux. Puis quand je parle avec des amis, parents d'enfants qui ont des défis, des gros défis, puis tout ça, souvent, c'est une conclusion qu'on a de se dire, une chance qui est arrivée dans ma vie, cet enfant-là, parce que j'ai descendu mes attentes, puis pas de façon négative du tout. Tu sais, j'ai ralenti mon rythme de vie parce qu'il y en avait plein des rendez-vous. Tu sais, j'ai pas eu le choix de ralentir mon rythme de vie. Au début, c'était tough, mais là, c'est un cadeau. C'est un Moses de beau cadeau, tu sais. Puis voir que ton enfant, là, il n'y a pas 100% à l'école, il n'y aura pas de 100%, il n'est pas capable d'avoir 100%, pour lui, là, ça se peut pas, tu sais. Je dis pas qu'il n'y a jamais eu des 100 dans des évaluations, mais 100% sur un bulletin, ce n'est pas réaliste. Peut-être que pour lui, son 100%, c'est 70%, c'est 60%. Exactement là que je m'en allais. Il a fait, tu sais, 60%. Bien là, on se dit, OK, il est proche de l'échec, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, il y a eu 70 au dernier bulletin. Mais, tu sais, moi, 70, puis là, tu sais, lui, il sait, là. J'ai dit, réalises-tu que, présentement, tu as réussi? Et tu n'as pas réussi sur les fesses, là. Tu as très bien réussi. Alors que 70 sur un bulletin, bien, si c'est ma deuxième, je vais faire, oups, on a peut-être un défi, tu sais. Mais mes attentes sont diminuées vraiment beaucoup. Mais ça, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau parce que pas avoir vécu ça, puis je sais que je suis pas la seule là, à parler comme ça parce que mon cercle d'amis, parents, d'enfants qui ont des besoins, au début, puis c'est dur de se faire... C'est dur d'entrer dans cette réflexion-là, tu sais. Mais je pense que de l'avoir accepté puis de se dire, hey, méchant beau cadeau, ben mon enfant, il n'a plus cette pression-là. Non, puis je trouve ça vraiment beau ce que tu nommes, Alexandra, parce que... Puis j'allais aussi te demander, mais tu l'as dit d'emblée, si ça avait diminué tes attentes envers tes autres enfants aussi par la force des choses. Absolument. Tu vois, mes autres enfants, s'ils ont des 100 dans leur bulletin, ben je ne serais pas portée à dire « Wow, c'est incroyable, tu as eu 100, je vais regarder. » Je vais dire, hey, t'as vraiment travaillé fort, hein? T'as vraiment des belles réussites, t'as travaillé fort. Mais j'étais pas dans ce mindset-là quand j'étais enceinte de mon premier du tout. Moi, mon premier, il est né fin octobre, puis dans ma tête, c'est une dérogation scolaire, ça se peut, là. J'en ai vu des enfants en dérogation qu'à maternelle 4 ans, en maternelle 5 ans dans le temps. Mais, tu sais, puis rapidement,
j'ai fait, oh, pelaille, OK, c'est pas du tout ce que Ça sera j'avais, pas c'est ça. pas réaliste, ça sera pas ça. Peut-être qu'un jour, ça va être une classe spéciale, peut-être qu'un jour, ça va être un redoublement, peut-être qu'un jour. Puis, tu sais quoi? J'accepte ça maintenant. Puis je me dis, s'il est bien, mais ça, c'est un travail incroyable. Puis je dis pas que c'est facile au quotidien non plus, Non. là. Tu sais, tu veux pas, comme tu as nommé tantôt, tu veux pas que tes enfants aient des défis, tu veux pas que... Mais... tu sais, d'accepter ça, pour moi, ça a été un cadeau de la vie parce que il y en a des parents qui font qui réalisent ça tard. Voire jamais. Voire jamais. Alors moi, je considère ça comme un cadeau incroyable d'avoir eu cet enfant-là dans ma vie tout de suite en partant. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça vient rejoindre tout ça. Puis moi, cette réflexion-là, c'est quelque chose que j'ai depuis 11 ans maintenant. Oui, parce que ça s'est fait naturellement Exact. de par la vie, ce que la vie t'a offert, ce qu'elle a mis sur ton chemin, puis t'as décidé, toi, t'as fait ce choix-là de dire, OK, bien, c'était pas ce que j'attendais, tu sais, c'est pas comment je visualisais ma vie. Du tout. Mais là, qu'est-ce que je fais avec? Oui. Quels apprentissages j'en tire? Quelle beauté? Tu sais, en fait, puis c'est ça la résilience, hein, de dire qu'est-ce que je fais sortir de beau dans quelque chose qui est insécurisant, parce que, ben non, son développement sera pas du tout linéaire. Il y a plein d'incertitudes, redoubler, pas redoubler, classe adaptée, école adaptée ou classe régulière. On le sait pas. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire plus tard, son niveau d'autonomie? On le sait pas. C'est toutes les choses que pour nous, quand on a des enfants neurotypiques, c'est comme, il y a des milestones, là, tu sais, qu'on sait qu'à partir de tel âge. Toi, ces repères-là, tu les avais plus du jour au lendemain. Donc, il a fallu effectivement que tu revoies tes attentes. Puis j'imagine aussi une certaine vision de la vie où est-ce que là, tu n'es pas juste tout le temps en train de te projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Non, parce qu'on ne sait pas la semaine prochaine ça ressemble à quoi. Mais exactement. Puis ça, tu sais, tout ce que tu nommes là pour l'estime de soi, moi, j'ai l'impression que cet enfant-là, qui est mon premier, a fait un cadeau immense à sa fratrie. Sûr. Parce que, comme parent, mes attentes avec la fratrie, je dis pas qu'il était nul dans le sens que, c'est sûr, tu sais, t'as un bébé, t'as un enfant, tu veux qu'il réussisse, tu veux qu'il soit bien, mais était beaucoup diminué à leur juste niveau, finalement. Oui, exactement. Puis c'est la différence entre l'égalité puis l'équité. C'est équitable. Tu le nommes, chaque enfant, chacun de tes 4 enfants a chacun son niveau de potentiel dans différents secteurs différents, dans différentes sphères différentes. Absolument. Alors, tu es capable de voir justement ta fille, exemple, qui a un 70. Oups, est-ce que ça a été plus difficile, cette évaluation-là? Oui, exact. Est-ce qu'il y avait peut-être, tu as eu moins le temps d'étudier ou tu étais plus stressée? Quelque chose que tu as moins compris. Exactement. Alors, tu peux t'ajuster en fonction de ça. Puis, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que tu parles des efforts. Oui. Récompensons les efforts et non pas que le résultat. Puis on est souvent, ce qui est important, c'est la route et non la destination. Mais dans les fonds, on est tout le temps axé sur le résultat final. Absolument, absolument. Mais OK, mais la route, j'ai-tu eu du fun? Est-ce que j'ai enjoy the ride? Ou ça a été stressant, angoissant, désagréable, plein de conflits, exemple, pendant les devoirs? Ou est-ce que j'arrive à instaurer une dynamique et une ambiance qui est calme, qui est agréable, qui est ludique, qui est le fun, pour que le chemin soit doux? Le plus possible. Puis tu sais, bon, tout ce qui est dans nos pays là, de la Finlande, de la Suède, etc. Oh là là! La Norvège. Où est-ce qu'il n'y a plus d'évaluation, il n'y a plus de bulletins, il n'y a pas de devoirs. Puis on se dit, ben voyons, ça va faire des cancres. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand ils arrivent, je me rappelle plus le nom, c'est un test à l'adolescence, c'est mondial. Là, fait que, et quand ces étudiants-là passent le test, ils réussissent beaucoup mieux. Encore mieux que nos communautés asiatiques qui sont beaucoup dans la performance. Les études, 7 jours sur 7, se coucher tard. Il y a même eu des lois qui ont été passées pour que les enfants, ben là, après 22 heures, là, ton enfant de 5 ans, il faudrait qu'il arrête ses devoirs puis qu'il aille se coucher. Ces enfants-là réussissaient moins bien. Il y en a qui performaient très bien, mais il y en a beaucoup qui s'écroulent sous la pression. Alors, de dire, ben non, c'est ça, c'est l'effort puis c'est le plaisir. Puis moi, tu sais, je le disais en intro, j'ai enseigné 9 ans à l'Université de Montréal au bac, au certificat, à la maîtrise. Puis c'est quelque chose que j'enseignais, que je nommais d'emblée dans mes valeurs d'enseignement, c'est qu'on va apprendre dans le plaisir.
Quand on a du plaisir, on se rappelle beaucoup mieux, on explore davantage, on participe plus. Puis ensuite, quand on étudie, on se rappelle tel échange, telle discussion d'équipe qu'on a eue, telle interaction. Puis le sentiment d'appartenance à ton milieu est beaucoup plus fort. Absolument. Est beaucoup plus fort quand tu as du plaisir. Absolument. Pensons juste au sport. Ben oui. Dans une équipe sportive. Ben oui. S'il y a du plaisir, le sentiment d'appartenance est là. Fort. Aussitôt qu'il n'y a plus de plaisir, là, tu le sens dans l'équipe. Pouf! Ouais. Puis là, ça va pas. Non. Ça va pas. On perd, puis on perd, Oui. puis on perd, puis on perd, Puis puis plus on sort en perd, pleurant, mais voilà. puis on sort en... Oui. Ça fait du renforcement négatif. Ouais. Plus je parle, plus je suis démotivée, Ouais. plus j'ai l'impression qu'on Alors n'y que arrivera quand jamais. tout est là, on a beau perdre 10 fois en ligne. Hey, yes, belle passe. Ah, yes. Puis là, tu sais, hey, t'as vraiment bien fait ce mouvement-là. Puis, tu sais, Ouais. mais pourtant, on perd pareil. Absolument. Le résultat est le même, Identique. mais pendant la game, et Oui. qu'on a eu du fun. Puis C'est ça. effectivement, on est capable d'identifier ce qui a bien été, ce qui a été positif. Oui. Puis ça, c'est important aussi. Oui. Tu sais, puis je le rappelle même aux adultes que j'accompagne, concentrons-nous sur ce qu'on a atteint, sur le chemin qu'on a fait plutôt que le chemin qui nous reste à parcourir. Parce que ça nous décourage. Mais je sais pas encore ça. Hey, c'est vrai, dans la vie, il y a des choses que tu sais. Tu le sais que tu le sais. Il y a des choses que tu sais que tu sais pas. Oui. Moi, je sais que je sais pas comment aller dans l'espace là, avec Chris Hadfield. Je sais suis pas capable de faire ça. Pas capable de faire ça, puis je le sais que je sais pas. Oui. Mais il y a des affaires que je sais pas que je sais pas. Oui, oui. Puis des affaires peut-être que je sais pas que je sais. Fait que concentrons-nous donc sur ce qu'on a. J'ai envie de parler, tu parlais de sport, ça m'amène à parler de comparaison, de compétition Oui. sociale ou sportive. Là. Oui. Quand je me compare à moi-même, C'est juste des réussites presque. voilà, je me suis améliorée. Aujourd'hui, c'était plus difficile. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais voilà, qu'est-ce que j'ai appris de cette difficulté-là, de cet échec-là? Qu'est-ce que je peux modifier dans ma stratégie? Quand je me compare aux autres, ben là, je perds de vue mes forces à moi, mes limites à moi, mon contexte de vie à moi aussi, qui est différent de celui du voisin ou de la voisine. Puis, évidemment, puis tu le nommais, hein, quand tu es devenue maman, durant tes grossesses, tu t'es tenue loin des réseaux sociaux. Oui. Moi, pendant ma première grossesse, je me suis tenue loin aussi de tous les comptes sur la grossesse, sur la périnatalité. Oui. Je me suis tenue loin. J'ai pas loué de livres ou acheté de livres là-dessus. J'étais comme non, parce que j'ai pas envie de me déconnecter à mon instinct, mon intuition parentale, puis de me perdre à travers tous les conseils, puis me sentir pas assez, puis sentir que j'ai pas fait ça, puis que j'aurais dû faire ça, puis que là, je l'ai échappé. Non. Puis ça aussi, tu sais, puis pour nous, adultes, puis pour nos jeunes, de se créer un fil d'actualité Instagram, sur TikTok, sur Facebook, Qui nous peu fait importe. du bien. Oui! douceur, douceur, douceur. Oui. Tu te compares tout le temps à cette maman-là. Désabonne-toi. Fais-toi pas vivre ça. Voyons ça te donc. fait du bien, puis tu te dis, waouh, c'est hot, Ouais. tant mieux. Là, mais vas-y. si ça te crée un Non. sentiment de culpabilité. Non, c'est peut-être ça. pas la bonne chose pour toi. Puis même affaire pour nos jeunes, hein. Puis c'est normal, puis c'est sain de se comparer. Ceci dit, ça nous permet de nous situer. Moi, je sais que je suis grande. Je mesure 5 et 10 parce que la moyenne des femmes, je sais pas, moi, c'est 5 et 6, 5 et 7. Donc, Oui. mais après ça, je fais quoi avec cette info-là? Ben, Ouais, moi, je c'est vis ça. bien avec ma grandeur. C'est là, ça. mais, je vais quand même porter des talons hauts parce que ça fait C'est beau. ça. Mais oui, mais de se ramener à soi, de se comparer à soi, d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit, de continuer de cultiver des attentes réalistes. J'ai envie de dire de célébrer nos bons coups aussi. Oui. Aussi petits soient-ils, il n'y a pas de réussite futile. Que de grandes réussites, même quand elles sont petites. On se laisse là-dessus. OK! Stéphanie, je pense que là, on a très bien baluchonné aujourd'hui. je Vraiment. pense. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'on dit, allez écouter l'autre épisode sur la séparation. Exact. Merci beaucoup Merci pour à une toi. deuxième fois de ta présence avec moi. Ça a été encore une fois très agréable. Hey, merci Alexandra pour la belle invitation.